The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous, le pour et le contre, une série de podcasts à la confluence de l'économie et de la politique. Notre objectif, c'est vous éclairer en tant que citoyen, vous aider à vous positionner face à de grands sujets de société. Comment ? En démêlant le vrai du faux et en confrontant systématiquement les arguments favorables et défavorables, sans prétention d'exhaustivité bien sûr, mais avec le souci de la neutralité. Et pour ce premier épisode, je vous propose de se pencher sur la question: faut-il continuer à organiser des méga événements sportifs ? Nous avons vécu un été sportif 2021 sous le signe de la Covid, Euro éclaté entre plusieurs villes sur le continent, JO de Tokyo à huis clos. Et alors que se profilent de nouveaux événements sportifs majeurs, Mondial 2022 et surtout JO de 2024 à Paris, la controverse enfle sur l'utilité de ces méga événements. Alors, quelles retombées réelles ? Pour commencer, je vous propose d'écouter un extrait d'Anne Hidalgo, la maire de Paris. Paris sera au rendez-vous en 2024 pour accueillir des jeux festifs, spectaculaires, qui feront rayonner notre pays, son art de vivre, sa créativité, son histoire, ses monuments, mais aussi, surtout, ses citoyennes et ses citoyens. Ces jeux vont nous faire du bien. Bonjour Julien Pillot. Bonjour Thibaut. Je rappelle que vous êtes économiste à l'INSEC. Alors, est-ce que ces jeux vont nous faire du bien, comme l'affirme Anne Hidalgo ? Bien, peut-être que le premier argument qui est indéniable nous vient de Kevin Freeman, qui est chercheur en sciences politiques à l'Université de Caroline du Nord, et qui rappelle que le soft power est très important lorsque l'on organise des méga événements sportifs. En fait, on est face à des méga événements qui sont diffusés en mondovision, et donc tous les projecteurs sont braqués sur les pays qui sont les organisateurs de ces événements. Donc c'est une formidable opportunité de faire rayonner la ville et le pays organisateur, d'attirer évidemment des touristes, mais aussi des investisseurs, et aussi, pourquoi pas, de vanter un art de vivre et un modèle de société. Et dans certains cas, cela peut aussi aller jusqu'à la démonstration de force, voire même la propagande. On a tous en tête les JO de Berlin en 1936, mais plus proche de nous, on pourrait peut-être évoquer les JO de Pékin de 2008 ou la Coupe du Monde au Qatar pour l'année prochaine, 2022. Alors bien sûr, il y a ces arguments géopolitiques, mais il y a aussi les arguments économiques, bien sûr, qui ne sont pas loin. Oui, effectivement, ils sont jamais loin, mais on verra tout à l'heure, ces arguments économiques, en fait, sont controversés car, en réalité, on verra qu'ils sont très difficiles à estimer. Mais bon, vu qu'on est dans la partie arguments favorables à l'organisation de ces méga événements, rappelons que déjà pour les promoteurs de ces méga événements, c'est une aubaine. On a des revenus qui sont tirés de la cession de licences, des droits télé, du sponsoring, etc. On n'a jamais vu le CIO ou la FIFA quelque part se plaindre d'organiser des méga événements sportifs. Mais là où ça se complique, c'est sur les retombées pour l'économie réelle, pour l'organisation, la construction, la réhabilitation des infrastructures et la consommation qui va être générée par l'afflux de touristes. C'est très difficile à estimer, et donc on raisonne souvent par hypothèse et par scénario en fait. Par exemple, si je prends les Jeux Olympiques de 2024, c'est le CDES de Limoges. Le Centre de droit et d'économie du sport de Limoges. Absolument, qui est spécialisé dans l'économie du sport. Et c'est le CDES qui a estimé les retombées provisoires et potentielles en fait pour l'organisation des JO 2024. Et ils ont estimé un scénario bas à 5,3 milliards d'euros et un scénario haut de 10,7 milliards d'euros avec un scénario médian à 8,1 milliards. On comprend bien. Je vais simplement vous proposer d'écouter Nathalie Henaf, qui est économiste au CEDS, qui va justement détailler ces chiffres. Nous avons estimé que les JO à Paris pourraient générer de 5,3 milliards à 10,7 milliards d'euros, suivant les hypothèses que nous avons retenues. Cet impact, finalement, il est constitué de trois choses. D'abord, avec l'impact économique lié à la construction, l'impact économique lié à l'organisation et l'impact économique lié à la partie tourisme. On peut dire que cette candidature est originale puisque plus de 50% finalement de son impact économique pourrait être généré par les dépenses d'organisation et toute la partie organisation de l'événement. C'est original parce que beaucoup d'autres candidatures se sont appuyées sur des études d'impact économique permettant de générer de chiffres très très importants, mais parce que aussi il y avait un projet urbain très important qui faisait que la construction d'équipements faisait mécaniquement monter cet impact.
Alors on comprend bien en écoutant Nathalie Hénaf que les JO de Paris constituent quelque part une exception, mais néanmoins, l'argument des infrastructures reste un argument très fort en matière d'urbanisation et d'emploi, Julien. En général, c'est même l'argument principal. D'ailleurs, n'en déplaise à Nathalie Hénaf, ce que dit l'étude d'impact du CDS, et de façon très claire, c'est qu'en dépit du fait que les JO de Paris s'appuient largement sur des infrastructures existantes, ce sont néanmoins entre 16 et 19% des retombées économiques attendues qui échouent au secteur de la construction et l'emploi induit. Alors imaginez ce que ça pourrait donner comme proportion si on ne s'appuyait pas sur des infrastructures existantes et qu'il fallait en créer de nouvelles. Bon, on comprend bien que c'est un argument massu, cet argument de la planification urbaine et de la construction d'infrastructures. Et d'ailleurs, le géographe Régis Lebeau ne dit pas autrement, il parle même d'une aubaine dans la réalisation du Grand Paris, dans la mesure où la perspective d'accueillir les Jeux accélère le financement et la réalisation ou la modernisation d'infrastructures d'accueil et de transport, même s'il convient de rester vigilant, Thibaut, quant au dimensionnement des projets et leur éventuelle requalification a posteriori de la compétition. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. Alors on sent qu'on approche de la partie où on va étudier les arguments plutôt négatifs en matière de dépassement de délai, de coûts. On va y revenir, mais avant cela, juste en quelques mots, est-ce qu'on peut voir d'autres bénéfices à l'organisation de ces grandes compétitions, Julien ? Eh bien, je vois au moins deux sur le plan plus social ou sociétal. Le premier d'entre eux, c'est peut-être les enjeux en termes de promotion du sport et par extension, les actions en matière de santé publique. Le sport, en fait, promeut des valeurs positives et sa pratique est favorable à la santé de la population. On peut espérer que l'exposition qui est conférée par ces événements suscite un intérêt croissant dans la pratique sportive. Et puis, on pourrait peut-être mentionner un argument de cohésion et d'action sociale, puisque les grands événements sportifs sont fédérateurs, ils cimentent, ne serait-ce que temporairement, la nation, au-delà de ses clivages quotidiens. Je pense évidemment au grand rassemblement que suscite à chaque nouvelle victoire de l'équipe de France de football, notamment dans les très grandes compétitions type Coupe du Monde. Eh bien, ces grands événements, ils ont aussi une action sociale parfois méconnue. Je pense notamment aussi aux travaux de Françoise Passerard et Philippe Cartwright, qui ont bien dépeint à quel point la caravane du Tour de France, par le biais de la distribution gratuite de nombreux produits et goodies, joue un rôle socialisant qui dépasse très largement le seul cadre du marketing classique. On va passer à la partie contre. On va étudier les arguments défavorables à l'organisation de ces méga événements. Et pour attaquer cette partie, je vous propose d'écouter l'ancienne internationale de football français, Vikash Dorasso. C'était sur Europe 1. Les Jeux Olympiques ? Alors ce sera... Parce qu'on va encore bétonner comme des fous ? Ce sera une catastrophe écologique et sociale, puisque la catastrophe écologique est toujours liée à une catastrophe sociale. Alors, il y a plusieurs points là-dessus. Ça sera une catastrophe économique, je pense. Financièrement parlant, ça va coûter beaucoup d'argent. C'est prouvé que le prévisionnel n'est pas respecté et à chaque fois on éclate les budgets. Dans les diverses Jeux Olympiques qui ont été faits récemment, ça s'est passé comme ça. Ensuite, les retombées ne sont pas là. Oui. Les retombées espérées ne sont pas là. Ensuite, ça va être aussi une catastrophe écologique puisqu'on va bétonner, puisqu'on va faire venir du tourisme en masse, puisque les gens réclament des espaces verts et on va encore bétonner. Et puis, ça va être aussi une catastrophe sociale parce qu'il y a des gens qui méritent des parcs, qui méritent des petits terrains de sport, des petites piscines et on va leur faire des grandes infrastructures qui vont même pas être utiles à la fin. C'est un peu étonnant, Julien, d'entendre un ancien sportif comme Vikash Dorasso être aussi critique vis-à-vis de l'organisation d'un grand événement. C'est sûr, mais en même temps, il dit un certain nombre de choses qui sont justes et sur lesquelles il convient de revenir, à mon sens. À commencer peut-être par les retombées économiques globales, qui sont très souvent surestimées, Thibaut. Donc, on a entendu Vikash Dorasso nous parler des infrastructures. Et effectivement, elles font souvent l'objet d'un dépassement des coûts. Et pas qu'un peu, en fait. Je vais me référer à l'économiste du sport Vladimir Andreev, qui a montré que le taux moyen de dépassement était de 167% en moyenne depuis les Jeux Olympiques de 1968. Ouais, 167% quand même. C'est énorme. En tout cas, c'est suffisamment considérable pour qu'on le prenne en considération. Et on pourrait ajouter à ce constat déjà peu reluisant les problématiques en matière d'exploitation de la main-d'œuvre quand ces événements se tiennent dans des pays qui sont peu regardants en matière de droit du travail et de l'homme, tels que la Coupe du Monde au Qatar.
Et plus proche de nous, on pourrait aussi pointer les problèmes de gouvernance des enceintes largement financées au moyen de PPP, les partenariats publics-privés. Ces PPP qui s'avèrent parfois défavorables aux intérêts publics de long terme, comme l'ont d'ailleurs montré Aurélien François et Antoine Marsac dans le cadre de la MMA Arena au Mans. Et puis, puisqu'on en est à parler des retombées économiques, je le disais tout à l'heure, elles sont souvent surestimées parce qu'on minimise ce qu'on appelle les effets d'éviction. Je vous fais un tableau, Thibaut. On a des événements qui, effectivement, attirent des touristes, qui sont des touristes férus de sport, mais ils provoquent aussi l'éviction de certaines personnes qui ne sont pas du tout intéressées par l'événement sportif en question et qui fuient l'afflux de personnes, mais aussi les prix qui vont flamber pendant cette période. Eh bien, cet effet d'éviction, c'est un point aveugle, on ne sait pas le mesurer. Mais on sait qu'il existe, même s'il est difficile à estimer. Dans le livre Sciences sociales Football Club, on a les économistes Bastien Drut et Richard Duhautois qui ont montré, par exemple, dans le cadre de la Coupe du Monde au Brésil 2014, que celle-ci n'a pas eu d'effet positif sur l'afflux touristique additionnel. Ça se neutralise en fait. Ça se neutralise. Et au final, quand on fait la somme un petit peu de tous ces arguments, on se retrouve souvent avec des résultats économiques nets qui sont bien inférieurs à ceux qui avaient été escomptés. Et on n'ira peut-être pas jusqu'à parler de malédiction du vainqueur dans la mesure où tous les événements sportifs de grande ampleur ne sont pas déficitaires en bout de compte et que tout d'ailleurs ne se mesure pas à la seule aune des seules retombées économiques, mais ça y ressemble un petit peu. On va justement écouter un extrait de reportage sur Athènes, ville organisatrice des JO en 2004. C'est un exemple typique puisque la ville d'Athènes paye encore la facture des JO quasiment 20 ans plus tard. Près d'un siècle et demi après avoir accueilli les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne, en 2004, la Grèce a eu à cœur d'organiser des Jeux grandioses pour leur retour à Athènes. Stades en marbre, piscines, village olympique, rien n'était trop beau. Une facture de plusieurs milliards que les Grecs paient toujours. Une dette parmi les autres qui a contraint à l'abandon de nombreux sites trop chers à entretenir. Reste que ces Jeux ont tout de même accéléré la modernisation des infrastructures de la capitale grecque. Alors, on entend que les Jeux ont permis de moderniser la ville d'Athènes, les infrastructures, et puis il y a tout simplement d'autres arguments que vous avez rappelés, hein, Julien, le soft power. Est-ce que ça vaut le coup finalement de payer encore la facture 20 ans plus tard pour un soft power qui serait lié justement à l'organisation de ces événements ? Puisque vous me lancez sur le soft power, ça me fait penser à cet argument justement des gains en notoriété qui sont liés à l'organisation d'un méga événement sportif. Les Norvégiens Gripsud, Ness et Olsen ont montré que ces méga événements intéressent particulièrement une clientèle particulière qui sont les aficionados les plus férus de sport, d'une certaine façon. Or, ces derniers, ils ont quand même des caractéristiques particulières, puisqu'ils sont surtout intéressés par la qualité de l'organisation des rencontres et des épreuves sportives, nettement plus en fait que par le décorum ou la culture associée au pays d'accueil. Et comme ils sont très exigeants en matière d'organisation de la compétition, ils ne laisseront rien passer. Et en fait, en conclusion, si vous êtes au top de l'organisation, vous ne bénéficiez pas vraiment de gains d'image parce que cette cible de clientèle particulière va considérer ça comme étant tout à fait normal. En revanche, si vous connaissez des couacs d'organisation, eh bien, votre image pourrait bien se détériorer. Et en fait, les risques excèdent les gains potentiels auprès de cette cible qui est une cible majoritaire. Et est-ce que ça vaut le coup aussi d'investir dans la promotion du sport et de la santé publique ? Est-ce que le chèque qui est fait appelle un retour sur investissement positif ? Eh bien, en fait, on va devoir s'inscrire en faux, en tout cas, nuancer ce propos-là, puisque de nouveaux travaux, en fait, de nombreux travaux ont montré qu'il n'y a pas de lien qui soit clairement établi entre l'organisation de méga événements sportifs et l'augmentation durable de la pratique sportive dans la population. Je pense notamment à la revue de littérature de Mike Weed et de ses co-auteurs, dont la conclusion était d'ailleurs sans appel. Il disait, je cite, « Si la principale justification au fait d'accueillir les Jeux Olympiques réside en son impact potentiel sur la pratique sportive, alors c'est un mauvais investissement. » The Conversation France. Un autre chercheur abondait dans le même sens dans un article publié sur The Conversation. Justement, l'organisation des JO de Londres avait, selon Simon Gerrard, au final moins d'impact sur la pratique sportive que les politiques publiques locales et nationales fléchées spécifiquement en faveur du sport, à commencer par le financement des infrastructures ou des clubs. Alors,
pour reprendre l'ensemble des arguments que vous avez développés dans la première partie, est-ce qu'en matière de cohésion sociale, ça vaut le coup ? Bien sûr, ces points précis, Thibaut, je n'ai pas d'études scientifiques rigoureuses à vous citer, mais uniquement des réflexions peut-être un peu plus personnelles. Déjà, concernant l'aspect cohésion sociale, il faut, je pense, veiller à ce que ces événements conservent une dimension populaire. Or, je m'inquiète en fait des prix pratiqués pour l'accès aux infrastructures sportives lors de certaines compétitions. Prenez par exemple la finale de l'Euro 2016 en France. Le prix de la place pouvait monter jusqu'à près de 1 000 € pour une place en première catégorie. Et un tel tarif, on comprend bien qu'il est potentiellement excluant pour bon nombre d'aficionados qui sont par ailleurs des contribuables et qui ont peut-être participé de façon directe ou indirecte à financer l'enceinte sportive ou la tenue de l'événement. Donc, il faut que ces enceintes sportives, là où se déroulent en fait les exploits des athlètes, restent des espaces publics et inclusifs, à mon sens. Et puis, peut-être une deuxième réflexion sur la dimension écologique, si vous me permettez, Thibaut. Ma réflexion, en fait, sur ce point-là, va se porter plutôt sur l'adéquation entre le modèle économique sous-jacent à l'organisation de ces méga-événements et les impératifs écologiques qu'on sait de plus en plus pressants. Avec mes amis Eric Adamkiewicz, Philippe Nakache et Margot Gonowska, nous avons montré qu'il était impossible de concilier un tourisme de masse avec une transition écologique. Et on l'a montré tout au long de ce podcast, Thibaut. Tout le modèle économique de ces méga-événements sportifs s'articule autour de quoi ? Eh bien, autour des effets volumes. Il faut des méga infrastructures sportives, il faut des méga infrastructures d'accueil, des méga infrastructures de transport pour absorber les flux. Et on peut se poser la question de savoir si, par les temps qui courent, si c'est toujours raisonnable. Eh bien, nous laisserons le soin aux auditeurs de répondre à cette question sur la base de tous les arguments que vous avez développés, Julien, que vous avez décortiqués. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, rendez-vous sur le site de The Conversation où vous pourrez trouver toutes les sources, toutes les références qui ont été évoquées dans ce numéro. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Thibaut. À bientôt. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.